Alors bonsoir à tous. Ce soir, c'est Frédéric Hurlet, qui est professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Nanterre, qui va nous parler, alors qui est un fin connaisseur du Principat augustéen, et qui va nous parler des funérailles d'Auguste, funérailles grandioses, et de sa divinisation posthume. Donc une très belle thématique qui est au cœur de notre exposition temporaire ici au Musée de la Romanité. Écoutez, je vous souhaite une très bonne conférence et une bonne soirée. Alors j'ajoute aussi, j'ai oublié, qu'on a donc une séance de dédicace aussi à l'issue de la conférence et que vous pourrez également poser des questions à l'issue de l'intervention de Frédéric Hurlet. Voilà, bonne soirée, bonne conférence. Donc, merci à Manuel Lambert et à l'ensemble de l'équipe du musée de m'avoir accueilli aujourd'hui pour ce cycle de conférences. Donc, je suis vraiment ravi, d'autant que l'exposition est tout à fait très cohérente avec un très beau catalogue. Et alors, je vais parler sans masque. Je pense que, de toute façon, je suis vacciné, ne vous inquiétez pas. Et puis, bon, je suis assez loin de vous. Et c'est vrai que pour parler 45 minutes, c'est vrai que c'est quand même plus agréable de parler dans ces conditions. Pour justifier l'intérêt de cette conférence dans le cadre du cycle consacré à l'exposition, je commencerai par souligner ce qui peut apparaître a priori comme un paradoxe, mais qui relève en histoire ancienne de l'évidence, à savoir que tout ce qui est lié à la mort est un témoignage précieux sur la vie des individus du passé et sur leur statut de leur vivant. En d'autres termes, leur décès, c'est-à-dire la manière dont ils sont morts, le déroulement de leurs funérailles et leur statut post-mortem, tous ces éléments fournissent un éclairage précieux sur la vie même de ces individus. Une telle réalité se comprend parfaitement si l'on rappelle que la mort donnait lieu à des rituels et à des monuments qui peuvent laisser des traces matérielles, ainsi que des témoignages dans les sources écrites, vous verrez des exemples, et qui forment une catégorie à part entière de l'analyse historique. Alors, je vais passer, voilà, appelé le funéraire. Les musées consacrés à l'Antiquité, dont celui de Nîmes, ici est un bel exemple, regorgent en effet de ces monuments sur lesquels sont gravées des inscriptions sous la forme d'épitaphes, nous renseignant autant sur le thème de la mort que sur la dénomination de la personne décédée, son statut, ses activités, ainsi que ses croyances. Une telle analyse vaut a fortiori pour la mort du souverain. Par leur ampleur, les manifestations matérielles en l'honneur du souverain décédé dépassaient en effet tout ce qui était fait à titre posthume en l'honneur des simples particuliers décédés. Elle laissait donc des traces aussi bien dans les sources matérielles comme l'archéologie que dans les sources écrites comme les récits des historiens de l'Antiquité ou encore les inscriptions. Il s'agissait alors autant d'honorer la personne décédée que de célébrer le pouvoir en place. C'était alors à la fois un sentiment de tristesse et de deuil qui dominait parmi celles et ceux qui assistaient aux cérémonies funéraires, du moins quand le souverain était évidemment apprécié, un sentiment, une atmosphère de célébration du pouvoir en place, lequel tirait parti du caractère inéluctable de la mort du prince pour être visible à l'occasion des funérailles et renforcer ainsi sa légitimité. Des exemples récents nous rappellent que les disparitions des membres des familles royales contemporaines provoquent des ondes de choc qui poussent les populations à se rassembler autour, évidemment, des personnes, en tout cas, et à se recueillir autour de la mémoire d'un souverain, et qui contribuent ainsi à consolider le sentiment d'unité nationale ou la force du sentiment monarchique, ou à stimuler ceux-ci à un moment où ils en ont besoin. On soulignera ainsi l'émotion qui s'est emparée du Royaume-Uni et du Commonwealth il y a 2 mois, en avril 2021, au moment de la mort du prince duc d'Édimbourg, Philip Mountbatten. Sans parler de la mort, évidemment, de Lady Di, dont on se souvient en 1997, la disparition du roi des Belges, Baudouin Ier, en 1993, a conduit à des manifestations de soutien de masse à la famille royale belge et a contribué à renforcer le sentiment national belge à un moment où celui-ci était en recul et où l'on s'interrogeait sur l'avenir de l'État belge en tant que tel. Étant moi-même d'origine belge, je peux rappeler très sérieusement que l'unité de ce pays est garantie par l'existence de la famille royale, ainsi, c'est un petit clin d'œil, par les succès de l'équipe nationale de Belgique, succès encore à venir. Pour revenir à des choses sérieuses, la mort d'Auguste en août 14 peut être analysée dans la même perspective mutatis mutandis. Elle a été vécue à Rome comme un moment de tristesse qui a conduit à l'arrêt officiel des affaires publiques, c'est le justitium,
et qui a conduit les Romains à se rassembler pour rendre au prince décédé, le premier du genre, les derniers honneurs. Elle a eu également un fort impact dans l'ensemble de l'Empire. C'est le deuil de la cité et de l'Empire, pour reprendre le titre que j'ai donné à la conférence. Mais cet événement triste a été aussi perçu de façon plus positive, comme une occasion de renforcer le consensus de toutes les couches sociales autour de la figure et de l'existence même du prince, et exploité comme tel par les membres du régime impérial qui avaient survécu à Auguste, notamment par son successeur Tibère. Il faut préciser à ce sujet que, comparé au décès des princes et des rois contemporains, celui d'Auguste présentait 3 spécificités, au moins. Les pouvoirs de l'empereur romain n'étaient tout d'abord pas comparables à ceux des souverains contemporains, car celui-ci, Auguste, était le chef de l'État, le véritable chef de l'État, en possession des principaux pouvoirs et non un monarque constitutionnel. Ensuite, Auguste est le premier empereur romain qui créa un nouveau régime, le Principat, dont on pouvait se demander s'il allait survivre à son inventeur et comment il pourrait se transmettre, étant entendu qu'il ne se transmettait pas automatiquement, de façon héréditaire, de droit, au fils du souverain. Et donc la question était la suivante: qu'allait-il se passer à la mort d'Auguste pour la première transmission du pouvoir impérial? Ensuite, Auguste est le premier empereur romain qui a créé un nouveau régime, le Principat, dont on pouvait se demander s'il allait vraiment survivre au Principat. Enfin, dernier élément, à la suite du précédent de César, divinisé après sa mort en 44, il était prévu qu'Auguste soit lui aussi officiellement divinisé après son décès. En raison de toutes ces spécificités, la mort d'Auguste fut un événement capital de l'histoire romaine d'époque impériale, celui qui devait installer dans la durée un nouveau régime, qui devait faire de la figure du prince décédé un divus, un homme divinisé, ce qui signifiait que tout prince à l'avenir serait de son vivant un dieu en puissance, un dieu en devenir. C'est pour cette raison que la question des funérailles d'Auguste, et de manière plus générale le thème de sa mort, fut un sujet central auquel le nouveau pouvoir accordait beaucoup d'importance. Et ce nouveau régime planifia bien en avance et dans les moindres détails les funérailles du prince, du premier prince, et chercha à en contrôler non seulement l'organisation des funérailles, mais aussi et d'abord le récit de la mort d'Auguste. Donc je commencerai par le récit que j'appellerai édifiant de la mort d'Auguste, avec une bibliographie rapide que je vous présente ici. Commençons par la mort elle-même et le récit qui en a été fait. Auguste est mort à Nole, en Campanie, près de Naples, le 19 août 14, à l'âge de 75 ans. C'était un âge respectable pour l'époque, et Auguste est mort à un âge que peu dépassait à l'époque antique. Une telle longévité est l'une des caractéristiques centrales du Principat d'Auguste, une de celles qui ont eu d'importantes conséquences historiques. Elle lui a permis en particulier d'installer dans la durée le nouveau régime qu'il avait mis en place sur les ruines de la République et qu'il avait présenté comme une restauration de la res publica, comme un rempart contre le retour des guerres civiles. Mais cette longévité, quasiment 50 ans, ce qu'on appelle le siècle d'Auguste, qu'on pourrait appeler en fait plutôt le demi-siècle, ne pouvait être éternelle. Avant de devenir un dieu, un divus, Auguste était d'abord un homme, et à ce titre, il était évidemment mortel. Il disparut dans des circonstances qui sont éclairées par les sources nombreuses sur ce sujet. Cet intérêt des anciens pour la mort du premier prince est en effet évident, et il s'explique pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord la curiosité humaine intemporelle qui conduit à se demander comment telle ou telle personne est décédée. D'autre part, et plus fondamentalement, les circonstances de la mort d'un individu intéressaient d'autant plus les anciens que ceux-ci établissaient volontiers une équivalence entre la vie de l'individu et la manière dont il était mort. De ce fait, si un tyran, ou un tyran supposé tel, comme Caligula, ou un tyran de l'époque républicaine supposé tel, comme Sylla, eh bien, si ces figures-là devaient mourir assassinés ou
dans les pires souffrances, eh bien, un bon prince, bon entre guillemets, comme Auguste, devait mourir paisiblement. Aucun récit sur la mort du prince, Auguste, n'est à ce titre complètement neutre. Dans le cas d'Auguste, deux options se sont affrontées. D'un côté, la version officielle, celle du régime, qui présente la mort d'Auguste comme celle d'un stoïcien, attendant la mort avec détachement et grandeur d'âme, et Auguste lui-même, vous avez le texte sous les yeux, parlait à ce sujet d'euthanasie dans le sens grec belle mort. D'un autre côté, des versions plus critiques qui émanent des milieux opposés à Auguste et qui présentent un portrait moins flatteur du prince. Dans un cas comme dans l'autre, il faut se méfier de ces récits et ne pas prendre leur contenu pour argent comptant. Les circonstances générales sont malgré tout bien connues. Auguste quitte à Rome durant l'été 14 pour se rendre à Naples. Donc vous avez ici le récit, donc je vais montrer avec le petit pointeur. Depuis Rome jusqu'à Naples, voyage d'Auguste en bateau qui le conduisit donc vers le sud, et c'est à ce moment-là qu'il ressentit les premières douleurs au ventre, douleurs qui devaient finir par l'emporter. Après avoir passé quelques jours à Naples, donc dans la baie de Naples, il se rendit un peu plus loin à Bénévent, dans le centre de l'Italie. Alors je préfère peut-être vous montrer, ce sera peut-être plus pratique, donc ici dans le centre de l'Italie. Il se rendit donc à Bénévent pour revoir et saluer son fils adoptif Tibère, qui se rendait de son côté en Illyrie, donc de l'autre côté de l'Italie, en face de la mer Adriatique, pour y mener une campagne militaire dans cette région instable qui s'était soulevée il y a quelques années. Auguste fit ensuite demi-tour, donc de retour depuis Bénévent vers Naples, et c'est durant le trajet qui devait le conduire de nouveau à Naples et ensuite à Rome par la Via Appia que les douleurs au ventre se firent de plus en plus fortes au point de le contraindre à s'arrêter dans l'une de ses villas à Nol, où était déjà mort son père 70 ans plus tôt. Nol se situant, alors je ne vois pas très bien, mais ici, voilà, ici, un petit peu en retrait de la Via Appia. L'historien romain Tacite, vous avez le texte sous les yeux, rapporte que l'épouse d'Auguste, Livie, fit dès lors placer des gardes vigilants, j'insiste bien sur le terme, à l'entrée de la villa, avec mission de surveiller et de filtrer les entrées. Il s'agit d'une attitude bien connue qui consiste à contrôler l'information et qui s'explique parfaitement par le contexte si l'on rappelle que la mort du souverain pose immanquablement le problème de sa succession. Livie, l'épouse d'Auguste, a donc agi en conséquence pour favoriser l'avènement de son fils Tibère. Elle fit publier des bulletins de santé favorables de manière à préparer la transition et fit annoncer la mort d'Auguste le 19 août 14, une fois que tous les détails et tous les préparatifs furent réglés. De ce fait, ce qui se passa réellement dans la villa et dans la chambre du mourant nous échappe, car l'enchaînement des circonstances contribua à fabriquer un récit édifiant et théâtral dont les sources nous livrent la teneur. Le dernier jour, Auguste se fit donner en miroir, vous avez le texte aussi sous les yeux, arranger sa propre chevelure et relever ses joues pendantes, je cite le texte de Suétone, après quoi il demanda à ses amis présents s'il avait bien joué la comédie de la vie, ajoutant sous la forme de trimètres iambiques, c'est-à-dire de poèmes, de poésie de l'époque, la formule traditionnelle reprise de la comédie grecque, je vous cite le texte, « Si la pièce vous a plu, applaudissez, et tous ensemble manifestez votre joie ». C'est également peu avant la mort, vous avez le texte également sous les yeux, qu'il se vanta d'avoir trouvé une ville faite de briques et d'en avoir laissé une de marbre. Et vous avez plus bas le texte de Dion Cassius, qui nous montre bien que c'était une métaphore qui se rapportait moins à la ville de Rome qu'à la force du pouvoir d'Auguste. Donc une métaphore, même on pourrait dire une phrase publicitaire, dont on peut se demander s'il a été réellement prononcé par Auguste le 19 août 14. Mais peu importe, le message est évident. C'est une mise en scène par Auguste de sa propre mort qui s'explique, qu'elle soit réelle ou non, par la volonté courante au sein de l'aristocratie romaine d'assimiler sa propre vie à celle des héros de tragédie et à celle des dieux.
Ce n'est pas tout. D'après la version officielle, Tibère, dont je vous rappelle qu'il était allé en Illyrie, rappelé par sa mère alors qu'il était arrivé en Illyrie, eut le temps de revoir son père adoptif juste avant le décès, du moins dans la version officielle. Version qui permet de mettre en avant l'idée d'un passage de témoin entre le père et le fils, entre le prince sur le point de mourir et son successeur. Et mettre en avant également l'idée que Auguste eut la volonté de transmettre au futur prince ses derniers conseils et ses dernières volontés. Enfin, il aurait rendu son dernier souffle dans les bras de Livie en disant, là encore de manière théâtrale, « vis ». Alors je crois que j'ai mis en gras la phrase au tout début dans le premier texte, « vis en se souvenant de notre union, adieu ». Donc là encore, théâtral, et on imagine Auguste en train d'expirer dans les bras de sa chère et tendre Livie. Mais il exista dès l'Antiquité d'autres versions, moins favorables au premier prince, moins favorables au pouvoir en place, qui circulèrent dans les cercles d'opposition. C'est ainsi que le bruit courut que Tibère n'eut pas le temps de revoir Auguste vivant, réalité qui fut écartée évidemment par le régime en place pour des raisons que vous imaginez. On en a même jusqu'à insinuer que Livie aurait empoisonné son propre mari pour écarter toute possibilité de voir un autre fils adoptif d'Auguste, Agrippa Postumus, dont je n'ai pas parlé mais peu importe, c'est un concurrent, qui était relégué mais toujours en vie. Eh bien, la crainte était de le voir réintégrer le jeu politique et Livie aurait ainsi voulu faciliter la succession en faveur de son propre fils. Insinuation sans doute mensongère et de mauvaise foi, mais qui en disent long sur les enjeux du récit de la mort d'Auguste. Tantôt Auguste meurt dans les bras de sa chère et tendre épouse, tantôt il disparaît empoisonné par Livie, qualifié par d'autres sources d'Ulysse en jupon. Le fait est que, si l'on s'écarte des insinuations les plus extravagantes, ce qui se joua à l'intérieur des murs de la villa d'Auguste en Campanie en 14, fut d'une importance capitale pour assurer la continuité du nouveau régime et faciliter ainsi la transmission du pouvoir impérial à ses successeurs, la première de l'histoire de Rome, ce qui n'était évidemment pas sans risque. Tibère était donc aux côtés de la dépouille de son père adoptif quand on fit connaître la nouvelle de la mort d'Auguste. Et pour reprendre un texte de, là aussi, Tacite, je cite, « On apprit à la fois qu'Auguste avait quitté la vie et que Néron, c'est-à-dire Tibère, était le maître du monde. » Il fallait maintenant organiser les funérailles d'Auguste, cérémonie elle aussi capitale, qui constitue à la fois le dernier acte du principat d'Auguste, mais aussi le premier acte du nouveau principat, celui de Tibère. Auguste avait tout prévu, non seulement sa propre mort, mais aussi ses funérailles dans les moindres détails. Il avait rédigé en ce sens un document qui faisait connaître ses instructions sur ses propres funérailles, les mandata de funerii suo, instructions, vous l'avez, ordre relatif à ses funérailles, document qui fut lu devant le Sénat peu de temps après sa mort. Ce document contenait évidemment des prescriptions religieuses, dans un monde qui était évidemment dominé aussi par la religion, mais dans un monde qui ne distinguait pas, comme nous le faisons, politique et religion, et qui au contraire entremêlait ces deux aspects de la vie publique, il s'agissait avant tout d'un texte politique. Au cœur du message posthume d'Auguste, qui était diffusé pour organiser ses funérailles, il y avait la volonté de faire participer aux cérémonies du deuil toutes les couches de la société romaine, de Rome et de l'Empire, de manière de mettre en avant un élément clé de l'idéologie impériale, à savoir ce qu'on appelle le consensus universorum, donc l'accord de tous. Cette unanimité autour du pouvoir, autour d'une personne, unanimité qu'Auguste voulait mettre en œuvre à l'occasion de son décès, unanimité qui avait évidemment un but politique, c'était servir à renforcer la première transmission du pouvoir. Loin d'être une formalité, comme j'ai déjà dit, la succession d'Auguste à Tibère était
une opération, évidemment, qui n'était pas sans risque. La tension fut alors palpable à Rome, à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Signe de la nervosité qui s'empara alors des représentants du nouveau régime, le décès d'Auguste, je l'ai dit, fut non seulement tenu secret pendant quelque temps, mais les soldats, le texte Tacite le dit, quadrillèrent Rome au moment des funérailles. D'ailleurs, Tacite s'en moque un peu en disant, voilà, c'est un régime qui entend préserver la liberté, qui entend rétablir la liberté, et en même temps, ce régime envoie des soldats au moment des funérailles d'Auguste, comme si, évidemment, il y avait quelque chose à cacher, comme s'il y avait un ordre à préserver. Un texte, le dernier texte dans la diapositive, le texte d'un historien contemporain, Velleius Paterculus, est un texte intéressant puisqu'il parle de, pour l'année 14, le mois d'août et septembre 14, la peur des gens, le flottement du Sénat, le trouble du peuple, la crainte de la ville. Dans un tel contexte, chaque geste concernant le statut post-mortem du prince décédé revêtait une importance capitale, cruciale, et la cérémonie funéraire eut alors pour objectif d'afficher le consensus, même si ce consensus était à construire, même s'il n'était pas garanti et automatique. C'était une mise en scène. Il s'agissait autant de rendre hommage à Auguste que d'assurer la continuité du régime qu'il avait créé et qui était dynastique. C'était donc le deuil de la ville, de Rome. Et on verra aussi le deuil de l'Empire, parce que ce deuil comprenait celui des autres cités. Dans ces conditions, le corps d'Auguste appartenait non plus au défunt, non plus à sa famille, mais le corps d'Auguste appartenait au peuple romain et à l'ensemble de l'Empire. Le deuil d'un homme était donc celui d'une cité qui avait conquis un vaste empire. Les manifestations d'attachement au prince décédé et de célébration posthume de celui-ci commencèrent par les aristocraties municipales des cités traversées par le cortège funéraire. Il faut rappeler qu'Auguste était mort donc à Nole, ici, alors hop, ça ne marche plus, ah si, voilà, ici. Donc, Auguste était mort à Nole, et donc il a fallu rapatrier le corps de Nole jusqu'à Rome, ici. Donc environ 200 km entre Nole et Rome. Son dernier voyage dura une dizaine de jours. Le corps, 200 km, le corps était porté la nuit, c'était au mois d'août, au moment où les chaleurs étaient fortes. Le corps était porté la nuit par les décurions qui étaient les membres des sénats locaux de chacune des cités alors traversées. Donc il faut bien imaginer qu'entre Nole et Rome, il y avait beaucoup de cités le long de la Via Appia, et que dans chacune de ces cités, le cortège s'arrêtait. Le cortège s'arrêtait de jour dans la basilique de la cité ou dans le plus grand temple. D'un point de vue politique, les élites de l'Empire, donc les élites des aristocraties municipales, mais aussi les élites des autres cités de l'Empire, ne jouaient aucun rôle politique direct au moment de la mort d'Auguste et au moment de la transmission du pouvoir dynastique, puisque ce n'est pas le peuple qui intervenait à Rome, mais leur rôle était fondamental d'un point de vue symbolique, parce que la participation des élites municipales était un moyen de montrer à quel point les élites des cités et les populations des cités de l'Empire étaient attachées à la figure du prince. Donc c'était l'occasion de donner au consensus un tour concret, un tour visible. Il fallait montrer que toutes les personnes, toutes les parties de l'Empire adhéraient à la personne d'Auguste, à la fonction du prince et donc au nouveau régime qui devait durer. Ce fut ensuite au tour des chevaliers d'intervenir. Je rappelle que les chevaliers formaient le second ordre de la société romaine, l'ordre dit équestre. Ils prirent le relais des élites des cités traversées par le cortège en prenant en charge la dépouille d'Auguste à partir d'une cité qui n'est pas représentée sur la carte, mais qui est située à la limite du territoire romain, Bovillae, tout près d'Aricie, ici, cité située à 20 km environ au sud de Rome, le long de la Via Appia, et qui était le lieu d'origine de la famille d'Auguste, la gens Iulia. Les chevaliers transportèrent la dépouille jusqu'au vestibule de la demeure du Palatin,
Là, vous arrivez à Rome et le Palatin est situé évidemment ici sur la colline, qui est la colline au centre de Rome, à côté du Capitole. Et c'est là, dans le vestibule de la demeure du Palatin, que conformément au rite traditionnel, le corps fut exposé. Les sénateurs prirent alors le relais. Je rappelle que les sénateurs forment le premier ordre de la société romaine, l'ordre au-dessus de l'ordre équestre et je dirais juste en dessous de la famille impériale. Les sénateurs furent eux aussi directement impliqués, d'abord dans le sens où le Sénat fut le lieu où furent prises les décisions principales et où furent lus les principaux documents laissés par Auguste. Instructions pour les funérailles, je l'ai dit, mais aussi testament, livre mentionnant les ressources de l'Empire et un document sur lequel je reviendrai, les res gestae. Je vous dirai un mot tout à l'heure sur ce très beau document. En outre, les sénateurs indiquaient qu'ils portaient le deuil en se dégradant physiquement, je dirais, mais à travers leurs vêtements, visiblement. Les simples sénateurs prirent le costume des chevaliers, donc il y a une sorte de dégradation sociale voulue. Les magistrats, qui étaient pas les simples sénateurs, donc des hommes politiques qui étaient en fonction, s'habillaient comme de simples sénateurs. Les deux consuls, donc les plus hauts magistrats, siégeaient au premier rang des prêteurs, c'est-à-dire des magistrats juste en dessous, etc. pour les autres magistrats. Le successeur Tibère et son fils Drusus, dit le jeune, portaient des toges sombres qui ne convenaient pas à leur rang. Il faut noter à ce stade que participait donc aux funérailles du prince, non pas une foule éparse et désorganisée, comme vous avez peut-être pu le voir dans les premières images sur les funérailles à Bruxelles, mais c'était une cité bien rangée, avec ses hiérarchies, avec ses cadres officiels. D'abord les élites municipales, ensuite les chevaliers, enfin les sénateurs. Tout cela est évidemment très hiérarchiquement romain. Le deuil allait bien au-delà des couches aristocratiques et concernait l'ensemble des Romains vivant à Rome, qui assistaient aux cérémonies et qui considéraient le prince comme un des leurs, comme une personne appartenant à leur famille. C'était à un point où, pour reprendre un passage d'un historien grec d'époque républicaine, Polybe, je cite son texte qui, je pense, résume bien ce qui se passa à Rome en 14, le deuil, dit Polybe, cessait de paraître limité à la famille et devenait celui du peuple tout entier. Le peuple romain, ainsi présent en masse dans les rues de Rome le jour de l'incinération du corps d'Auguste vers le 10 septembre, ce peuple romain était, de ce point de vue-là, bien présent, même si c'était de manière évidemment plus passive qu'active. C'est justement l'occasion de parler maintenant du dernier voyage d'Auguste, qui est le moment où, après avoir été exposé, le corps fut, de ce point de vue-là, porté en procession depuis le Palatin, donc, je vous rappelle ici, jusque dans le champ de Mars central, dans cette partie-là de Rome dont je vais maintenant reparler. Le corps d'Auguste fut tout d'abord déposé sur un lit d'ivoire et d'or, puis porté en procession depuis le Palatin par les magistrats désignés pour l'année suivante. Donc c'était des magistrats qui n'étaient pas encore en fonction, mais qui devaient l'être et qui étaient les personnages les plus importants à ce moment-là, juste après les magistrats en fonction. Donc des sénateurs. Si la dépouille du défunt se trouvait dans un cercueil et était cachée au regard des Romains, n'oubliez pas qu'il y avait quand même au mois d'août une décomposition du cadavre qui était évidente, eh bien son image était en revanche visible à travers la présence dans le défilé de 3 effigies le représentant. Une première accompagnait le cercueil lui-même, une seconde en or partie de la curie qui était le lieu où siégeaient les sénateurs pour rejoindre le lieu de l'incinération, et la troisième fut placée sur un quadrige triomphal. Cette pratique était coutumière, ce n'est pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était le fait qu'il y avait 3 effigies, qui était tout à fait nouveau par rapport au précédent de Jules César. Ça veut dire que le corps, dans ce cas-là, s'efface derrière sa propre représentation. Le défilé du cercueil comprit un ensemble de rituels funéraires tout à fait traditionnels, avec des différences qui peuvent paraître minimes, mais qui montrent que l'on était passé du monde de la République à un autre monde qui était un monde monarchique. Il y avait tout d'abord ce qu'on appelle la pompe funèbre, la pompa funebris, qui se déroulait dans l'espace public au vu et au su de tous les Romains.
avec la participation concrète de certains d'entre eux en fonction de leur statut. Alors tout cela est bien connu, mais pris avec Auguste un sens nouveau. Tout d'abord, premier temps, c'est le défilé qui fait suivre le cercueil de l'empereur des portraits en cire de ses ancêtres. Tout à fait traditionnel. Sauf que, dans le cas d'Auguste, la liste des ancêtres, loin de se limiter à la famille Julia à proprement parler, englobait les grandes figures de l'histoire de Rome. Par exemple, Pompée, qui n'a rien à voir avec la famille d'Auguste, mais qui était un grand personnage de l'histoire de la République romaine. Eh bien, Pompée était présent à travers son masque, son image en cire. L'étape suivante était l'éloge funèbre, la laudatio funebris, prononcée sur le forum en mémoire du défunt par un membre de sa famille. Là aussi, c'était traditionnel et en réalité, ce rituel était l'occasion d'énumérer les actions et les qualités de celui qui était mort par celui qui devait le remplacer. Et ce qui est particulier, c'est que dans le cas d'Auguste, il y a eu 2 discours. Le premier prononcé par son petit-fils Drusus le Jeune devant une tribune, mais l'ancienne tribune au hareng, les rostres, qui étaient en fait les rostres traditionnels. Donc c'était la version traditionnelle finalement des funérailles. Mais ensuite a pris la parole sur les autres rostres, les rostres impériaux construits par Auguste, le fils d'Auguste, Tibère, qui devait donc lui succéder, qui lui a établi le portrait, évidemment élogieux d'Auguste, de façon à préparer là aussi la succession. Le contenu de ce dernier éloge a été transmis par l'historien grec Dion Cassius dans un long discours, mais ce discours, tel qu'il nous est parvenu, a été en tout cas recomposé et conçu comme un exercice de rhétorique, plus qu'il n'a été, je dirais, réellement prononcé de façon, je dirais, qu'à teneur du discours de l'année 14 après Jésus-Christ. Ensuite, le cortège pris après donc, les discours qui ont été prononcés ici sur le Forum romain, le cortège prit le chemin du Champ de Mars, qui était en fait une partie de Rome en dehors de la partie centrale et en dehors du pomerium, qui était une limite séparant la partie civile de la partie militaire. Eh bien, c'est dans cet endroit-là que le cortège se dirigea. C'est là que se trouvait le bûcher, et qui est représenté sur la carte, ce qu'on appelle l'ustrinum, qui servait à la crémation et qui prenait la forme d'une pyramide à degrés surmontée du corps du défunt. Vous avez sous les yeux des représentations de cet ustrinum d'époque plus tardive, Antonin, enfin si j'ose dire, Antonin, Marc Aurèle, Pertinax, donc 2e siècle après Jésus-Christ. On n'a pas conservé de monnaie de l'époque, enfin en tout cas pas de représentation de l'époque augustéenne, mais évidemment vous avez là, je dirais, le modèle qui était un modèle augustéen. Toute la société romaine accompagnait le prince dans son dernier voyage, c'est-à-dire jusque, je dirais, au sommet finalement de la pyramide, en se regroupant lors de défilés et autour de la pyramide selon le rang social auquel chacun appartenait. Étaient ainsi présents à proximité du cercueil les sénateurs et les chevaliers, ainsi que leurs épouses, et les soldats de la garde prétorienne, donc de la garde personnelle de l'empereur. Devant le bûcher, c'était d'autres groupes constitués qui prenaient le relais et entraient, pour ainsi dire, dans la danse. Et je dis bien entrer dans la danse parce qu'il y avait, je dirais, un tour du bûcher qui était accompli dans le cadre d'un rituel qu'on appelait la décursio et qui incluait des groupes constitués successivement les prêtres, une partie des chevaliers les plus jeunes, les cavaliers de la garnison de Rome et les fantassins également de la garnison de Rome. On retrouve donc là encore l'organisation en ordre qui définissait la cité par cette mise en cortège hiérarchisé de ces différentes parties. Le défilé et les rituels funéraires accomplis à cette occasion livraient donc l'image d'une unité de la cité autour du pouvoir et de celui qui l'incarnait. On mit ensuite le feu au bûcher. Quelques jours, j'y reviendrai, quelques jours après l'incinération, 5 d'après Tacite, les cendres
étaient pieusement recueillis par quelques personnes, dont Livie, l'épouse d'Auguste, pour être déposés dans le mausolée qui avait été construit longtemps auparavant, dès les années, fin des années 30, début des années 20 avant Jésus-Christ, qui avait servi beaucoup pour accueillir les cendres des membres de la famille d'Auguste et qui servit enfin en 14 pour recueillir dans une urne les cendres d'Auguste. Et vous avez le mausolée avec à droite le mausolée dans son état actuel et à gauche ce qui était, je dirais, le mausolée tel qu'il était édifié durant l'Antiquité. Donc un mausolée tout à fait majestueux, gigantesque et sans équivalent dans la ville de Rome. Un mausolée d'ailleurs qui reproduisait ce qui était à Alexandrie et qui reproduisait le mausolée d'Alexandre et des autres rois qui ont suivi. La participation des Romains à tous ces actes était totale, que ce soit de façon active en prenant part à un titre ou à un autre à ces rituels, ou de façon passive en y assistant. Spectacle total, donc. C'est finalement comme si le peuple romain faisait partie de la famille impériale, ou inversement, comme si l'empereur était le membre d'une famille qui rassemblait tous les citoyens romains. Les provinciaux furent eux aussi concernés par le spectacle. Pas le spectacle de la mort, mais le spectacle je dirais, du pouvoir et le spectacle, la comédie du pouvoir. Ils furent tout d'abord, donc les provinciaux, pour une bonne part d'entre eux, informés de la mort d'Auguste, dans les grands centres évidemment, pas dans les centres reculés. Certains provinciaux ont pu même contempler le document rédigé par Auguste lui-même et lu devant le Sénat, ce que j'ai appelé les res gestae divi Augusti, littéralement les hauts faits, les choses accomplies par le divin Auguste, les hauts faits du divin Auguste. Document exceptionnel qui était un bilan politique de l'œuvre accomplie par Auguste, bilan politique rédigé par Auguste lui-même, ce qui est tout à fait exceptionnel, et qui sera d'ailleurs présenté prochainement par, le grand éditeur actuel de ces documents, qui est John Scheid, qui a publié aux Belles Lettres l'édition de référence, maintenant en 2007, de ce document. Il faut seulement retenir, pour l'occasion, pour aujourd'hui, que cette inscription, dont l'original avait été gravé devant le mausolée de Rome, d'Auguste à Rome, eh bien, cette inscription est connue uniquement par des copies qui ont été retrouvées ailleurs qu'à Rome, en l'occurrence dans au moins 3 villes d'Asie mineure, en Syre, l'actuelle Ankara, Apollonie de Pisidie, en Pisidie, donc une région d'Asie mineure, et Antioche de Pisidie, une autre ville de Pisidie. Peut-être aussi, c'est une découverte récente, à Sardes, donc en Asie mineure aussi, mais le long de la côte, dans la province romaine d'Asie, alors que dans les autres cités, c'était dans la province romaine de Galatie, au centre de l'Asie mineure. Cela signifie que le contenu a été envoyé dans plusieurs provinces, peut-être dans toutes d'ailleurs, et que nous avons conservé certaines copies, notamment dans des provinces où les gouverneurs firent afficher le texte sur des monuments qui nous sont parvenus. Le document que vous avez sous les yeux, à gauche, est le temple de Rome et d'Auguste, sur les parois duquel ont été gravés les res gestae divi Augusti, dans une version traduite en grec, mais aussi dans une version latine originelle. La conséquence était que les provinciaux, en tout cas une partie d'entre eux, célébraient dans un décor grandiose le culte de l'empereur mort, auquel un hommage était rendu sous la forme de gravure de magnifiques inscriptions. Vous avez par exemple, un exemple à droite, inscription qui retraçait les hauts faits d'Auguste, qui n'était sans doute pas lu tel quel par des populations qui ne devaient sans doute pas comprendre absolument tout, mais qui était là pour glorifier et magnifier le pouvoir en place, pouvoir qui était tout de même éloigné de d'un au moins 1 millier de kilomètres. J'en arrive maintenant, vous avez là cette magnifique gravure sous les yeux du temple de Rome et d'Auguste dans Syre, l'actuelle Ankara. J'en arrive enfin, il me reste une petite dizaine de minutes, par la troisième partie qui sera plus courte, mais parce qu'il s'agissait maintenant de la dernière étape pour laquelle nous avons des renseignements. En fait, la dernière étape, elle ne concerne plus le corps,
mais elle concerne désormais ce qui va au-delà du corps, c'est-à-dire la divinisation officielle d'Auguste. La règle à Rome, et j'ai repris des textes principaux, enfin en tout cas un texte de Dion Cassius, était que l'on ne divinisait pas un homme de son vivant. Le paradoxe est donc le suivant. C'est précisément au moment où Auguste a perdu par la force des choses tous ses pouvoirs en disparaissant qu'il devenait un dieu, qu'il obtenait la consécration suprême. C'est une spécificité romaine qui contribue à rappeler qu'il n'y a jamais en histoire de règle universelle. Si les Grecs ne voyaient aucune difficulté à diviniser un homme de son vivant, les Romains de Rome rejetaient ce type d'honneur jugé excessif. C'est pour cette raison que Auguste refusa obstinément de son vivant les manifestations officielles faisant de lui un dieu, mais uniquement à Rome. Et il contourna un tel interdit en acceptant les honneurs rendus à son génie ou à son humaine, qui était une divinité attachée à un homme, en quelque sorte le double divin d'un être humain. À la mort d'Auguste, la divinisation pouvait donc avoir lieu, sur le modèle de César, qui avait été lui aussi divinisé officiellement après sa mort, en devenant le divin Jules, le Divus Iulius, mais avec des différences notables. César avait été assassiné. Auguste, lui, est mort dans son lit, d'une belle mort, si j'ose dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Auguste a pu tout préparer, contrairement à César. Auguste Tibère avait d'autant plus de raisons de faire diviniser Auguste qu'il apparaissait à ce moment comme le fils d'un dieu. Tibère donc convoqua le Sénat le 17 septembre, 1 ou 2 jours après le dépôt des cendres dans le mausolée, et 1 semaine environ après l'incinération. Et le Sénat prit la décision de consacrer, c'est-à-dire de diviniser Auguste, lui accordant ce que le texte 2 nous dit en bas, c'est-à-dire un texte, je dirais, d'un calendrier, les honneurs célestes. Une telle décision avait été préparée le jour de l'incinération, au moment où l'on mit feu au bûcher. Un mécanisme avait été en effet mis en place à cette occasion qui permettait à un aigle enfermé dans une cage au dernier étage de la pyramide de prendre son envol au moment de l'embrasement. Tout était prévu, évidemment. Un aigle, quand le feu est en train de lui brûler les ailes, ne pense qu'à une chose, évidemment, c'est s'envoler. Ce qui, évidemment, se produisit. Vous avez ici l'image de l'aigle attachée à la consécration d'Auguste, qui est une image, une monnaie bien connue. Le message symbolique délivré par un tel spectacle était clair pour tous ceux qui y assistaient. En tant qu'oiseau personnifiant Jupiter, l'aigle se voyait reconnaître la fonction de transporter l'âme de l'empereur au ciel pour y rejoindre les autres dieux. Le 17 septembre, le jour donc de la réunion du Sénat, un sénateur dénommé Nuberius Atticus en rajouta une couche, si j'ose dire, ajouta un autre élément en faveur de la divinisation d'Auguste, en jurant avoir vu l'effigie, c'est le terme utilisé, du défunt, monter au ciel au moment où son corps fut incinéré. Donc le sénateur, avec ses visions, après l'aigle en train de voler. La récompense d'1 million de sesterces qu'il reçut de Livie pour avoir tenu de tels propos, sous serment, prouve évidemment qu'il s'agissait d'un coup monté. Que ce personnage ait agi spontanément, ce qui n'est pas impossible, ou sur commande. Mais peu importe, un tel témoignage avait une grande valeur dans la religion ritualiste des Romains. Les sénateurs, donc, avaient un document, avaient un des leurs qui témoignait avoir vu l'effigie. Et donc, c'était quelque chose qui était de l'ordre du rituel et qui était dit, c'était le plus important. Et les sénateurs, évidemment, n'avaient d'autre choix, vous l'imaginez bien, que de voter la consécration d'un des leurs. Après l'aigle, après le sénateur et après Tibère qui était évidemment présent et Livie qui n'était pas présente mais qui était derrière les rideaux, eh bien les sénateurs votèrent la consécration le 17 septembre. Donc du 19 août 14 au 17 septembre 14, un processus et une procédure officielle étaient nés qui donnait au Sénat, un pouvoir considérable en lui permettant de diviniser officiellement un prince décédé ou, et ça c'est évidemment quand ça se passait moins bien, de condamner officiellement la mémoire du prince qui s'était mal comporté avec les sénateurs.
En conclusion, la mort du souverain a toujours constitué donc un enjeu. Alors oui, j'ai oublié de vous présenter cette belle consécration d'Antonin le Pieux qui date du IIe siècle, mais qui montre justement l'empereur et l'impératrice Faustine montant au ciel avec les deux aigles situés aux côtés. C'est une image bien connue que je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer. La mort du souverain a toujours constitué donc un enjeu politique à toutes les époques. Auguste s'est éteint progressivement et paisiblement à un âge avancé. Cette belle mort est avant tout une image qui contraste avec la malmort de Jules César et qui reflète les succès politiques et militaires du fondateur du Principat. Aucun récit sur les circonstances qui ont entouré son décès n'est, je l'ai dit, complètement neutre. Non pas que les sources aient tout inventé, je ne le crois pas, mais elles ont gauchi la réalité historique en sélectionnant les anecdotes à transmettre de manière à laisser penser qu'Auguste disparaissait en ayant le sentiment du devoir accompli. Le déroulement des funérailles acheva de donner aux défunts une stature et un statut hors du commun. Ces dernières volontés, d'ailleurs, répondaient à une double attente. D'une part, associer dans le calme à ces funérailles la plupart des acteurs de la société romaine, depuis les élites municipales jusqu'aux sénateurs, de façon ordonnée. D'autre part, renforcer la dimension surhumaine de la personne humaine d'Auguste. Auguste témoignait d'un sens politique certain que la perspective de sa propre mort n'altéra en aucune manière, puisqu'il a fait de ses funérailles un moyen de faire acter, pour une dernière fois, dans le calme, le consensus autour de sa personne et la légitimité de sa position à la tête d'une nouvelle res publica. Dans le même temps, il facilitait la transmission du pouvoir impérial à Tibère, devenu le fils d'Auguste divinisé. Je voudrais terminer en établissant un lien plus général entre cette conférence et l'une des questions centrales et débattues par les spécialistes d'Auguste, à savoir celle de la date de naissance du Principat, qui est restée sans réponse définitive et qui, à mon sens, le restera parce que c'est le sens même, la signification même du nouveau régime. On a proposé plusieurs dates, la bataille d'Actium en 31, les réformes politiques de 27, de 23. Sans doute, mais c'est oublié que le nouveau régime se mit en place de manière très empirique, très progressive. Dans ces conditions, le mois d'août et le mois de septembre 14 après Jésus-Christ représente également l'une, je dis bien l'une, des étapes décisives, parce que Auguste réussit, à titre posthume, à transmettre à son fils, sans coup férir, le pouvoir impérial. Enfin, presque sans coup férir, il y a eu une rébellion je dirais des légions, mais sans gravité. Et pour citer l'un des grands historiens de l'Antiquité, Tacite, eh bien, Tacite lui-même ne s'y était pas trompé, parce qu'il a fait débuter son œuvre principale, qu'on appelle les Annales, non pas par le récit du Principat d'Auguste, mais par le récit des événements de l'année 14. Et la mort apaisée d'Auguste et ses funérailles grandioses furent donc considérées comme un modèle, comme la naissance officielle d'une monarchie dynastique, modèle que tous ses successeurs cherchèrent peu ou prou à imiter, même si le modèle était inimitable. Donc, merci pour votre patience et pour votre attente. Donc, j'ai essayé de respecter plus ou moins le temps. Merci. Alors, si vous avez des questions, je peux vous passer le micro. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a eu d'autres empereurs qui avaient préparé en fait le passage à la déification comme Auguste et qui ont été sanctionnés, comme vous le disiez tout à l'heure, parce qu'ils avaient mal agi envers le Sénat ou envers le peuple? Alors, oui, c'est une bonne question. Tout dépend évidemment de nos sources. Il se fait que pour Auguste,
On a beaucoup de sources parce que c'est, comme je l'ai dit à la fin de cette conférence, c'est un événement capital pour, je dirais, l'histoire du Principat. C'est vraiment la consolidation définitive. Alors, on a ce fameux document sur les instructions des funérailles Suwo, donc sur ces funérailles. Il se fait qu'on n'a pas ce genre de renseignements pour les autres empereurs. Alors, de ce point de vue-là, on peut imaginer qu'évidemment, chaque empereur, ayant le modèle augustéen sous les yeux, avait évidemment des consignes, d'autant que c'était pour l'empereur en place, évidemment, une perspective importante, et pour son successeur également. Mais on a des témoignages qui montrent que ce n'était pas automatique, et que autant Auguste, justement, sa particularité, c'est qu'il a été vraiment accepté, et que tout s'est bien passé, et qu'il a constitué un modèle, mais ses successeurs ont plus ou moins imité le modèle, et comme je l'ai dit, pas tout à fait toujours avec succès. Un exemple intéressant est celui de Tibère. Tibère, évidemment, meurt en 37 avec le modèle augustéen. Et quand il meurt, évidemment, l'idée, c'est qu'il se fasse diviniser. Et c'est important également pour son successeur, Caligula, qui peut se présenter comme, je dirais, le continuateur dans un cadre dynastique bien établi. Le problème, c'est que Tibère a laissé un souvenir tellement mauvais à l'égard des sénateurs que finalement, les sénateurs ont discuté, que Caligula n'a pas spécialement insisté, et que finalement, on a décidé de ne pas décider, dans le sens où il n'y a rien qui a été décidé, pas de divinisation, pas non plus de condamnation de la mémoire. Donc Tibère n'est jamais devenu un divus. Ensuite, Caligula, évidemment, quand on a des empereurs qui se sont mal comportés, et surtout qui ont été assassinés, eh bien, dans ce cas-là, en général, ils ne sont pas divinisés, et les sénateurs prennent, en général, sans aucun problème, une condamnation qui s'appelle, une décision condamnant la mémoire, qui est la damnatio memoriae. C'est le cas pour Caligula, c'est le cas pour Néron, pour Domitien et les autres. Dans les autres cas, on n'a pas d'exemple précis d'instruction, mais on sait qu'en général, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, évidemment, je dirais, explications. D'une part, quand la succession est dynastique, si le règne n'a pas été, je dirais, un règne trop critiqué, le successeur impose la divinisation au sénateur. Alors certains peuvent évidemment un peu rechigner, mais de façon dans leur barbe, si j'ose dire, mais sans vraiment avoir l'occasion de le dire. Et l'exemple, et je terminerai par là, le plus intéressant est sans doute au IIe siècle l'exemple d'Adrien, qui s'est quand même comporté de façon, non pas légère, mais un peu dure, brutale envers les sénateurs. Il y a eu des conspirations qui ont été déjouées avec des exécutions capitales au début du règne d'Adrien. Et lorsque Adrien est mort, les sénateurs n'ont pas spécialement voulu le diviniser. Mais Antonin, le successeur, a tellement, je dirais, insisté, a mis son poids dans la balance, si bien que Adrien a été à son tour divinisé. Et donc là, vous voyez comment, justement, la situation est en fait variable d'un règne à l'autre et qu'il faut toujours tenir compte du contexte. Vous nous avez indiqué que lors des funérailles d'Auguste, il y avait eu des précautions qui avaient été prises, les militaires quadrillés Rome, etc. Qu'est-ce qu'on craignait ? Je pense que la crainte était sans doute surestimée. Alors, d'abord, ce n'était pas... J'ai parlé presque sans coup férir. Évidemment, nous, de notre point de vue, on se dit, oui, tout s'est bien passé finalement, il n'y a pas eu de problème, tout était... J'ai donné un peu l'impression que tout était réglé comme du papier à musique, c'est vrai, mais j'ai quand même insisté sur le fait qu'il y avait une incertitude. Et que, évidemment, l'historien, lui, doit essayer de se replacer dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire de se dire... comment ont vécu cet événement, comment cet événement a été vécu par Tibère, par Livie, par tous ceux qui ont survécu à Auguste. Et effectivement, je l'ai dit et je le répète, c'était un événement totalement inédit. C'est la première fois que ça se passait, qu'il y avait une succession dynastique, puisque dans, je dirais, la définition du Principat, la succession n'était surtout pas héréditaire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le fils qui succède au père. Oui, mais parce que le fils avait été associé au pouvoir du père, qu'il était corrégent, qu'il avait la puissance tribunicienne, qui était un des pouvoirs du prince, qu'il avait guerroyé aux frontières de l'Empire avec un imperium, qu'il avait des pouvoirs religieux. Bref, il lui manquait en fait que le grand pontificat. Il lui manquait que ça à Tibère. Et donc, tout apparaissait bien réglé, mais il y avait quand même cette incertitude, parce qu'on ne savait pas comment les Romains allaient réagir, on ne savait pas non plus comment les sénateurs eux-mêmes réagiraient.
Je pense que du point de vue de la plèbe de Rome, il n'y avait pas trop d'inquiétude parce que la plèbe, comme l'a dit un historien allemand, pensait de façon dynastique. Donc la plèbe était vraiment acquise à la cause de la dynastie. Par contre, les sénateurs, on ne savait pas trop comment ils allaient réagir. Il y avait quand même une incertitude. Donc c'était tendu. La preuve de que cette tension, finalement, n'était pas une précaution inutile, enfin que cette tension n'était pas une invention de la part de Tibère, ça n'a pas été inventé, c'est qu'il y avait l'armée aussi, et que l'armée est évidemment un élément important. Alors, les légions, les troupes urbaines de Rome étaient acquises à cause de Tibère. Tibère avait travaillé, ça ne fait aucun doute de ce point de vue-là. Par contre, les légions qui étaient situées notamment le long du Rhin et le long du Danube, qui faisaient quasiment la moitié finalement des légions romaines de l'époque, eh bien les légions n'étaient pas absolument sûres. Et la preuve, c'est que peu de temps après la mort d'Auguste, les légions d'Illyrie et de Germanie se sont soulevées pour demander une amélioration de leurs conditions, mais aussi pour éventuellement promouvoir le fils adoptif d'Auguste, de Tibère, Germanicus, et le fils naturel de Tibère, Drusus le Jeune. Le premier était le long du Rhin, le second le long du Danube. Et donc, évidemment, l'un et l'autre ont décliné l'invitation en disant on a notre père qui est au pouvoir, on peut attendre un petit peu, finalement, ce sera pour nous. Et malheureusement, pour eux, ils sont morts assez jeunes. Mais donc, tout cela a été étouffé dans l'œuf et tout, je dirais, il y a eu une répression et tout s'est bien passé. Mais cet événement-là montre que tout n'était pas acquis et qu'il fallait que les choses se passent bien pour que l'on ait la preuve que finalement les choses allaient bien se passer. Merci beaucoup. J'avais lu que la statue de Prima Porta, qui montre Auguste récupérant les aigles, avait été modifiée par Livie justement au moment de sa mort, quand elle fait des copies, et que c'est Tibère qui représentait au milieu du bouclier, recevant les aigles à la place d'Auguste. Est-ce que c'est vrai? Non, ça, je sais que cette statue a été évidemment, comme beaucoup de statues, retrafiquée par la suite, mais aussitôt, j'ai pas de. Il faudrait que vous m'indiquiez les références, mais j'ai pas de. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est Tibère. Il semble que Livie ait fait faire une copie de la statue de Prima Porta qui avait été faite en 20 avant Jésus-Christ. Elle l'a fait faire en 14 au moment de la mort, et elle fait représenter, paraît-il, je voulais justement vous poser la question, Tibère à la place d'Auguste sur le bouclier. Non, je ne sais pas cette information-là, mais bon, vous me direz d'où vient cette théorie, mais effectivement, c'est pourquoi pas, mais je voudrais avoir des éléments concrets. Mais effectivement, l'opinion commune, c'est qu'effectivement, c'est une statue qui a été effectivement conçue dans le contexte de la restitution des enseignes de Crassus et de Ventidius Bassus, mais dans les années 20-19, qu'effectivement Tibère a toute sa place. Ensuite, effectivement, pourquoi pas, je veux dire, on peut imaginer que Tibère en 14 ait encore plus de poids, mais dès cette époque-là, dès les années 20, ce qui est historiquement avéré, c'est que Tibère a été envoyé par Auguste en 20 à la frontière de l'Empire avec les Parthes pour justement négocier avec les Parthes la restitution des enseignes de Crassus et de Vatidius Bassus. Voilà. Mais j'irai vérifier, donc merci pour le renseignement. Oui. Pas d'autres questions? C'est une question, tout en haut. Ma question est sans doute maladroite, parce que, en fait, vous montrez effectivement l'importance de cette divination, dans la transmission et dans la naissance du culte dynastique. Mais on a aussi des gestes un peu antérieurs sur ce culte dynastique. Ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a vraiment culte dynastique qu'à partir de la mort d'Auguste? Alors, j'aurais peut-être dû le dire j'ai dit un peu au début, mais peut-être j'aurais dit plus nettement. Ce que j'ai présenté ici vaut pour la religion publique de Rome. C'est-à-dire que
On parle maintenant non pas de culte impérial, mais on parle de cultes impériaux. Parce que c'est une réalité qui est vraiment plurielle. Enfin, voilà. C'est-à-dire que le culte impérial de Rome n'est pas le même que le culte impérial de Lepsis Magna, ou que celui qui est pratiqué à Athènes, ou celui qui est pratiqué en Égypte. Chaque cité a son panthéon, chaque cité a son système religieux. Alors, ce que je dis ici vaut uniquement pour Rome. Un Romain ne peut, et ça a duré jusqu'à, je dirais, la fin du Haut-Empire. Un Romain ne peut pas, en tant qu'homo religiosus, un Romain ne peut pas reconnaître un être humain comme un dieu de son vivant. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas qu'il ne présage pas, je ne dis pas qu'il y ait une pensée qui préfigure cela, mais d'un point de vue religieux, dans le cadre des rituels qui sont observés, ce n'est pas possible, parce que c'est comme ça. Et l'exemple de César montre que ça s'est passé après la mort de l'individu. Et donc, c'est le règlement. Par contre, ce qui vaut pour Rome ne vaut pas pour même la cité d'à côté, ou pour, évidemment, plus forte raison, pour les cités de l'Occident et les cités de l'Orient. Alors, ce qui se passe quand vous parlez de... Alors, j'ai un texte... non, j'arrive pas. C'est pas grave, je vais le mentionner. Il y a des textes qui montrent que, en Orient, par exemple, dès l'année 29, donc c'est-à-dire 2 ans après Axiome, tout début du Principat d'Auguste, Auguste a permis aux non-citoyens romains, aux pérégrins, de lui rendre un culte. Et un culte qui pouvait être dynastique. Donc ça ne pose absolument aucun problème. Mais ce sont des pérégrins, et il y a des temples d'Auguste de son vivant à Pergame et à Nicomédie. Mais ça vaut pour, je dirais, l'ensemble de l'Orient. En Occident, ça a été plus discuté, pour moi, et il y a des exemples très clairs, les Occidentaux n'ont aucun problème pour considérer Auguste comme un dieu de son vivant. On a par exemple, c'est un cas très bien qui est connu, il n'y a pas beaucoup de cas malheureusement, en Orient il y en a plus, mais il y a un cas à Lepsis Magna en Afrique romaine, où on a des flamines, donc des prêtres du culte impérial, qui sont datés du vivant d'Auguste. Donc s'il y a des flamines d'Auguste, c'est qu'Auguste était un dieu. Donc du coup, ce n'est pas un problème non plus, puisque c'est une cité qui n'est pas une cité romaine, la cité de Rome. En plus, Lepsis Magna est une cité pérégrine, qui n'est pas donc une colonie romaine. Et il y a un cas beaucoup plus compliqué encore, l'Italie. Pendant longtemps, et par exemple John Shade considère que l'Italie, de ce point de vue-là, peut être une région où on considère que l'empereur n'est pas un dieu de son vivant. Voilà. Et qu'en Italie, il faut passer par le genius et par le noumen. Vous voyez, comme à Rome. Ça a été aussi discuté, notamment il y a un ouvrage qui est très intéressant d'un historien anglo-saxon, je ne sais pas s'il est anglais ou américain ou autre chose, mais il a écrit en anglais, Gradel, qui a montré que pour l'Italie, c'était peut-être plus compliqué et qu'il pouvait y avoir une divinisation d'Auguste de son vivant, mais en Italie, hein, pas encore Rome. Voilà. Donc c'est finalement une situation qui est très mouvante. Quoi qu'il en soit, à Rome, ce n'est pas possible, mais comme je l'ai dit, il y a le contournement. Quand on rend un culte au numen d'Auguste à Rome, on rend un culte, non pas à Auguste, mais à sa puissance divine. Donc c'est quand même, non pas de l'hypocrisie, parce que les anciens ne pensaient pas comme ça, mais façon de contourner. Quand on rend un culte au Genius, même chose. Quand on rend un culte au lard d'Auguste, dans le cadre des associations de quartier qui étaient à Rome, on ne rend pas un culte à Auguste, mais on rend un culte à des dieux liés à Auguste. Quand on fait une libation aux dieux, au départ, on dit qu'on fait une libation aux dieux, mais pour Auguste. Donc Auguste n'est pas un dieu, mais en même temps, on fait une libation comme s'il était déjà plus qu'un dieu. Vous voyez, donc il y a cette ambiguïté qui joue et qui est restée la règle à Rome. Et d'ailleurs, ça, je termine par là, c'était vraiment une permanence, une continuité tout au long de l'époque impériale. Si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi, me semble-t-il, une difficulté à percevoir l'articulation entre ce culte impérial au génie d'Auguste et la question dynastique. Oui. C'est effectivement, là, on a l'impression qu'on a un peu, quelque sorte, le prince est mort, vive l'empereur, Tibère, mais ça ne paraît pas complètement simple dans la mesure en plus où on sait qu'il y a eu des tentatives d'instaurer la dynastie avant même la mort d'Auguste. Oui. Donc
il me semble que cette articulation au moment de la mort est quand même assez complexe et qu'elle dépasse, enfin, que c'est un petit peu autre chose que le culte, simplement un culte impérial. Ah oui, non, mais de toute façon, je suis bien d'accord avec vous. Hein, le culte, il n'y a pas de culte dynastique à Rome avant la mort d'Auguste. Le culte dynastique s'établit à partir du moment où Auguste est mort. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que comment dit-on dynastie en fait en latin? On dit domus, la domus. Et on dit à l'époque d'Auguste, du vivant d'Auguste, on dit la domus Augusta. Point. Ou domus tout court. Et lorsque Auguste meurt, on a des inscriptions qui nous disent domus divina. Donc on a la demeure, la dynastie divine. Ce qui est bien la preuve qu'avec la mort d'Auguste, on a un changement à Rome, hein, encore bien d'accord, mais un changement qui est évident. Cela dit, avant, on n'a pas de culte à l'égard des princes de la jeunesse, à l'égard de Tibère, avant son avènement, à l'égard de Livie, à l'égard de Julie. On n'a pas de culte. On a simplement des honneurs, qui sont des honneurs qui dépassent les simples honneurs, mais qui ne sont pas des honneurs divins. Par exemple, quand Caius et Lucius meurent, vous avez la fameuse maison carrée ici. Quand Caius et Lucius César meurent, on leur a rendu des honneurs funéraires qui n'ont pas fait de ces personnages des dieux, ça le texte, mais des sortes de héros, c'est-à-dire des personnes entre les dieux et les hommes, qui ne sont pas des dieux, mais qui ont des honneurs plus importants que tout ce qui a été décerné auparavant à des individus. Vous voyez, on a par exemple, on ajoute leur nom à des chants religieux, on leur élève des temples magnifiques, mais ils ne sont jamais considérés comme des dieux. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culte. Il y a un culte qui est rendu par exemple à leur mémoire, parce qu'il y a les cultes des mânes, hein, et il y a les cultes qui sont bien présents, mais il n'y a pas de culte rendu à eux en tant que dioui. Je vous remercie. Non, non. Pas d'autres questions? Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci, merci.